Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence et pour votre intérêt que vous portez à cette thématique. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Répondre aux défis de TND avec la méthode CPIM. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gabriela Pérez, psychothérapeute et neuropsychologue, auteur de la méthode CPIM, une approche que vous allez découvrir aujourd'hui où l'environnement et les interactions jouent un rôle clé dans la stimulation des fonctions exécutives de l'enfant. J'ai le plaisir d'introduire deux intervenants qui partagent ces regards sur l'enfant et les rôles clés de l'environnement. Dr Virginie Degré, médecin généraliste, spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement de l'enfant et expert de recommandation de la Haute Autorité de Santé TDAH enfant-adolescent, certifiée à la méthode CPIM et formée à la méthode Barclay. Claire Besombe, psychologue spécialisée en neuropsychologie, psychothérapeute et aussi formée à la méthode CPIM. Bienvenue et merci à vous pour votre partage. Je vous laisse à tous dans les bonnes mains. Bienvenue. Et dès la suspicion du trouble et donc pas nécessairement il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'un diagnostic pour pouvoir commencer, une guidance parentale. C'est ce qu'on d'ailleurs on a mis dans les recommandations. Celles qui les ont peut-être, pour ceux et celles qui les ont peut-être déjà lues, heu, en détail. Passer. Aujourd'hui, les comportements, voilà, réduire les comportements problèmes en termes d'accompagnement, c'est des choses, qui vont nous permettre de justement débrouiller un petit peu ce tableau clinique. Les enfants qui présentent de l'opposition, des problèmes, de la violence, des comportements assez, gênants vont, brouiller un petit peu le tableau, TND et d'ailleurs, les troubles du neurodéveloppement, vont aussi avoir un impact, sur le quotidien de la famille. Donc il y a plusieurs choses qui vont rentrer un petit peu dans cette boucle, heu et qui vont intervenir. Tu peux passer. Les parents d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH et le TSA et les comorbidités dont dont on a déjà parlé, donc avec des troubles du comportement, notamment les troubles d'opposition-provocation, ils ont tendance, ces parents, à adopter, des pratiques éducatives plus négatives, moins adaptées. Ça, c'est des choses qui ont été bien montrées dans la littérature et ils ont même tendance, voilà, ça va, augmenter le stress parental, la charge mentale, ça va créer de l'épuisement et ça va faire qu'ils vont même s'isoler avec un manque de soutien et en gros, il y a les raisons de ces, pratiques parentales. Il y a des facteurs qui vont être extrinsèques du trouble, c'est-à-dire la fatigue, comme on a dit, et le stress parental et éventuellement des troubles également chez les parents. Et également, c'est des facteurs qui sont intrinsèques aux troubles du neurodéveloppement avec les difficultés que ceux-ci vont pouvoir, apporter, voilà. Et donc ça va créer des mécanismes de surcompensation et on voit d'ailleurs que les familles, en surcompensant, eh ben, elles vont, plus forcément stimuler leurs enfants. Elles vont avoir tendance même à ne plus, à mettre des stratégies en place assez inefficaces, et s'épuiser, voilà. Et donc, là aujourd'hui, donc l'objectif, c'est d'outiller les parents de manière concrète et transférable. Et donc là, c'est ce dont on va parler avec CPIM aujourd'hui, voilà. Les limites actuelles des guidances parentales, ce qu'on constate, voilà, moi je suis formée à la guidance Barclay, après les autres guidances, il y a quand même des troncs communs dans les guidances qui sont validées, existantes, notamment dans le TDAH. Elles sont standardisées, mais pas toujours adaptées aux spécificités des profils. C'est-à-dire que, on voit qu'un enfant qui a un TDAH pur, sans trouble de l'opposition, bah,
une méthode standardisée, ça peut fonctionner, mais dès qu'on a des troubles qui s'associent, ben, ça peut être difficile. Et surtout en fonction du contexte et de l'environnement familial, de leur possibilité d'appliquer ces méthodes standardisées. On dit d'ailleurs souvent qu'il y a des contre-indications à démarrer certains programmes quand les parents sont en burn-out parental. Ça fait partie de ce qui est de ce qui est appris, voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces guidances sont peu individualisées. Les parents se sentent d'ailleurs souvent incompris et pas concernés quand on leur présente un modèle de guidance en leur disant: «Il faut faire comme ci, comme ça». Ils se disent: «Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas dans mon contexte environnemental. Mon enfant, c'est trop compliqué. Je peux pas mettre ça en place». Voilà. Donc, voilà, on constate qu'il y a peu d'ancrage dans le quotidien, les stratégies sont assez théoriques et pas toujours faciles à mettre en œuvre, voilà. Et c'est d'ailleurs, j'ai pas loin de cet après-midi, j'avais une famille qui m'expliquait avoir fait, bah, effectivement la méthode Barclay et que, ben, elle trouvait quand même que c'était fatigant, c'était pas écologique comme méthode et que, ils arrivaient pas forcément à tenir les outils dans le temps, voilà. Mais voilà, ils étaient quand même contents d'avoir été accompagnés. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est des méthodes, les guidances actuelles qui sont centrées sur les comportements et pas forcément sur le mécanisme qui va faire que l'enfant a des difficultés. Voilà. Il reste focalisé sur le contrôle du comportement, c'est-à-dire, voilà, on voit, moi je parle de ce que je connais, mais dans le Barclay, on voit qu'on va cibler effectivement le fait de faire en sorte renforcer un comportement positif, on va essayer de faire en sorte que ça s'atténue, qu'il y ait moins de colère, que l'enfant soit dans une situation où il y ait moins de problématiques, qu'il y ait moins de conflits. Mais on va pas travailler et on va pas explorer les mécanismes sous-jacents, donc les fonctions exécutives, la régulation émotionnelle, la rigidité. Et d'ailleurs, cette famille, tout à l'heure que j'ai vu, elle me disait que chez leur enfant, en fait, persistait, malgré la guidance Barclay, les difficultés émotionnelles, l'irritabilité qui restaient assez fortes. Et c'était pas forcément des choses bah, sur lesquelles ils avaient été outillés. Voilà. Tu sais qu'il y avait des choses qui les aidaient, mais de façon transférable et dans la durée, bah, ça fonctionnait pas forcément. Voilà. Donc ça, les guidances réduisent actuellement, les guidances classiques, elles réduisent l'impact à long terme, mais les changements restent. Enfin, pardon, excusez-moi, je me reprends. Ça réduit. Les changements, ils restent partiels et on n'arrive pas forcément à les maintenir dans la durée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu peux passer. Et ce qu'on constate aussi, c'est que quand on fait une guidance comme ça avec les parents, une guidance par la guidance Barclay, eh ben, on va pas forcément arriver à transférer ce qu'on fait, ce que les parents font à la maison, ils peuvent pas forcément le transférer à l'école. Et puis ça tient pas forcément compte de ce qui se passe dans les fratries et dans les autres environnements, avec les autres adultes qui s'occupent des enfants, voilà. Ça limite un petit peu cette cohérence, entre les divers environnements. Voilà. Et le transfert donc reste assez fragile et puis l'enfant d'ailleurs peut avoir des signaux un peu contradictoires entre l'école et la maison. Voilà. Donc CPIM, c'est une méthode, bon, pour beaucoup vous le savez, c'est une méthode qui est neurosystémique, qui prend en compte l'enfant dans l'ensemble de ses environnements, familial, scolaire, social. C'est une vision qui reste très globale et ça permet de comprendre le comportement de l'enfant dans, dans ces divers lieux. Voilà. Et donc, de s'ajuster, d'ajuster en fait l'environnement pour permettre à l'enfant de mobiliser ses fonctions exécutives, voilà. Et donc cette méthode, elle est structurée, mais surtout adaptable. C'est-à-dire qu'on va pas faire pareil d'un enfant à l'autre, en fonction de leurs difficultés, de ce que de la famille, des difficultés de l'enfant, on va devoir s'adapter. Et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que ça exige une grande finesse, une maîtrise. Voilà. Au début, d'ailleurs, quand j'ai commencé, bah, c'était difficile. Mais plus on a des familles, plus d'ailleurs on est supervisé, meilleur thérapeute on va devenir. Voilà. Donc voilà, pour répéter, donc contrairement à des guidances centrées sur des consignes générales, CPIM, ça intervient dans un contexte réel avec des comportements d'ailleurs qui émergent, c'est-à-dire que on va s'adapter à ce que les parents vont nous rapporter au fur et à mesure. S'il y a des comportements problèmes qui n'étaient pas forcément là au tout début, on va ajuster et on va essayer de décoder avec eux ce qui se passe. Voilà. On travaille la boucle enfant-parent en temps réel et les réactions de comment le parent fait et comment l'enfant réagit. Moi, je vais vous présenter le cas clinique de Julien, 13 ans, du coup que j'accompagne,
depuis plusieurs années, peut passer. C'est un enfant qui donc est né à terme, il faisait 2,9 kg, à savoir qu'il y avait voilà, il avait plusieurs particularités. Un nystagmus congénital, c'est un mouvement de l'œil qui va venir altérer, qui va venir un mouvement répété qui va venir en tout cas perturber parfois aussi la vue de l'enfant et être assez visible. De la myopie. Il a marché à 17 mois. Il y a un langage qui s'est fait sans retard. Il y a des antécédents d'énurésie, d'encoprésie. Et c'est un enfant qui a une hypersensibilité tactile et orale. Voilà. La famille, les parents sont en couple. La maman est voilà, connue pour être dyslexique. Et il a un frère aîné qui est né en 2011, qui a 2 ans de plus que lui, je crois. Ouais. Au niveau de son parcours scolaire, en CP, on a commencé à noter un petit garçon qui pouvait être agité, avec des débuts difficiles. En CE1, il y a une notion de harcèlement, avec aussi du refus scolaire. Ah, t'as été trop vite. Ah oui, c'est bon. Non, tu l'as en double. Ok. Euh, En CE2, c'était le Covid et donc les parents expriment que Julien, il a refusé, voilà, il voulait plus travailler. Et puis à ce moment-là, ils ont fait un bilan neuropsychologique, ils ont donc découvert un haut potentiel intellectuel. Donc, suite de ça, il était décidé de faire un saut de classe du CM1 au CM2. Et donc, en CM2, il y a un projet personnalisé de réussite éducative. Donc, c'est des aménagements premier niveau en France pour l'école, avec un ordinateur qui a été introduit. En sixième, il y a une notion de harcèlement scolaire qui a à nouveau débuté et donc qui a généré une déscolarisation la moitié de son année de cinquième. Et donc, il est passé en dispositif Ulysse cinquième, donc il a refait sa cinquième en inclusion partielle à partir donc de septembre, là, voilà. Et cette année, niveau scolaire. Donc les bilans de cette enfance et donc un WISC qui avait été réalisé, donc qui a détecté effectivement son HPI hétérogène. Il y a un trouble développemental des coordinations, une dysgraphie, donc ça c'est au cours d'un bilan d'ergothérapie. Au niveau des fonctions exécutives, il a été mis en évidence des déficits sur le plan de l'attention visuelle, auditive, des fonctions exécutives qui restaient préservées. Il y a un bilan TSA qui a été réalisé qui a montré, qui a été en faveur d'un trouble du spectre autistique léger. Je l'ai également enregistré sur le plan du sommeil, où j'ai dépisté un syndrome d'apnée obstructive du sommeil de stade léger. Et le bilan sensoriel qui a été réalisé par l'ergothérapeute a montré il y avait des hypersensibilités également, des particularités sensorielles. Donc on a affaire à un profil assez complexe, hein. Julien, c'est quand même un enfant aussi qui a présenté au cours de sa déscolarisation en sixième, enfin à partir de la sixième à la, à la première cinquième, un état dépressif et anxieux qui a nécessité un traitement antidépresseur. Donc il a des comorbidités importantes, hein, avec 3 troubles du neurodéveloppement, un trouble autistique, un trouble développemental des coordinations et un trouble déficit de l'attention. Pour lequel, ah, tu vas trop vite, pour lequel j'ai d'ailleurs introduit, voilà, dans l'intervalle, on en discutera plus tard, mais j'ai introduit une médication en janvier 2025, mais c'était après le début de CPIM, je vais y revenir. Et dans les comorbidités que Julien a présentées, il y avait également une hyperphagie, une sélectivité alimentaire. C'est un enfant qui était en situation d'obésité, et donc ça s'est vraiment cumulé. C'était une situation assez vraiment complexe, voilà, avec un suivi psychologique et puis des éléments, un petit peu de troubles, des troubles du comportement sexuel, des situations où Julien avait tendance à se mettre tout nu ou à montrer son sexe, mais dans le cadre de la maison, voilà. Donc, quand j'ai proposé à la famille de débuter CPIM, donc on avait des parents qui étaient épuisés. Le paradigme initial était en faveur d'une interaction plus. Et donc on avait un enfant qui n'avait aucune autonomie. La routine du matin et du soir était presque entièrement faite par la mère ou le père.
Il y avait une énurésie, des problèmes d'hygiène en rapport avec la douche, le brossage de dents, des violences quotidiennes, avec un trouble d'opposition, un enfant qui insultait sa maman, qui pouvait la frapper, même son papa. Il prenait pas les transports scolaires, il refusait de faire ses devoirs. Il y avait peu d'envie de motivation. Il arrivait dans mon cabinet, c'était un enfant qui arrivait avec son gros nounours en me parlant comme s'il avait un langage de 5 ans. Il avait tendance à se dévaloriser. Voilà. Les seules choses qui l'intéressaient, c'était les écrans. Voilà. Bon, j'avais noté les comportements d'exhibition et puis aussi une forte intolérance à la frustration, en particulier lorsque les parents coupaient les écrans. Voilà, tu peux suivre. Donc au début du suivi CPIM, j'ai réalisé de la psychoéducation, auprès des parents sur, justement leur faire prendre conscience des interactions qu'ils mettaient en place avec leur enfant et du rôle des fonctions exécutives, dans le développement, voilà, de leur rôle dans le développement des fonctions exécutives. Et on a travaillé ce qu'on appelle la restructuration, enfin, on a fait une restructuration cognitive pour travailler justement les croyances de ses parents et la compréhension qu'ils avaient aujourd'hui de leur méthode éducative. Voilà. L'objectif premier, ça a été de travailler devant cette situation qui était vraiment complexe, la routine matinale, dans un premier temps, avec secondairement la régulation émotionnelle et les violences. Voilà. Donc, Donc, pour revenir sur CPIM et pourquoi c'est une méthode intéressante dans ce cas-là, c'est contrairement donc, aux guidances qui sont centrées sur, voilà, si j'avais fait par exemple une guidance Barclay sur cet enfant-là, bah, ça aurait été assez, enfin, on aurait eu peu d'outils, peu de choses qui auraient permis de lever les difficultés qu'il rencontrait. On n'aurait pas pu cibler comme ça les difficultés. Donc CPIM, ça intervient dans le contexte réel, dans ce qui se passe, et on va essayer justement de venir stimuler et de s'appuyer sur les difficultés. Voilà. Et on travaille, voilà, comme on a déjà dit, ça c'est une diapo de rappel, on travaille cette boucle parent-enfant en temps réel, c'est-à-dire que le parent, il va nous expliquer comment il fait et qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place. Voilà. Donc CPIM, ça agit directement sur les interactions au quotidien. Et c'est d'ailleurs, moi, quand je le présente aux familles, c'est quelque chose qui leur parle, en fait. Ils sont très contents qu'on leur permette justement de prendre conscience de ça. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir toujours ces parents qui me disent: «Ah oui, je me rendais pas compte», alors que c'est flagrant. Ça permet à l'enfant d'expérimenter ses fonctions exécutives dans les moments qui comptent, voilà, les repas, les devoirs, les transitions, d'être soutenu sans être suradapté. C'est-à-dire que c'est d'arriver à trouver justement le bon dosage. Les parents, ils ont l'impression, et on reviendra sur le cas justement de Julien, que l'enfant, il peut pas, qu'il sait pas faire, et qu'ils ont besoin d'être aidés. Et donc là, on va venir justement les soutenir et trouver là où l'enfant, il peut progresser et il a la juste ressource et le juste euh, l'aide dont il a besoin, pas plus, voilà, pour l'aider justement à progresser en autonomie et puis alléger tout ça, voilà. Je peux continuer. Et donc ça c'est pour revenir, voilà, les neurosciences, elles confirment bien que les interactions répétées dans des contextes significatifs, elles façonnent les circuits et la plasticité cérébrale. Donc le fait de répéter toujours les mêmes choses, CPIM, c'est quelque chose qui va permettre vraiment de répéter toujours les mêmes mécanismes et les familles, elles vont automatiser les comportements, automatiser et elles vont changer durablement leur façon de faire. Voilà. C'est des choses qui sont concrètes dans la vraie vie et d'ailleurs souvent quand on revient avec eux, ils connaissent le principe mais ils nous disent ah mais j'avais oublié ou ils n'arrivent pas à identifier que l'action euh, qu'ils sont en train de réaliser avec leur enfant c'est quelque chose qui à nouveau est dans le même automatisme que précédemment. Donc on va leur faire prendre conscience de ça et du coup ça va permettre durablement de changer le comportement. Voilà. Et sans culpabilisation, etc. Voilà. En les soutenant bien évidemment. Donc, Julien, pour vous décrire un peu la routine du matin, ce qui se passait, et puis dans la plupart des cas, c'est que quand maman ou papa demandait de faire quelque chose, par exemple de s'habiller, eh ben, je, Julien, enfin, elle demandait une fois, Julien ne faisait pas. Voilà. Et,
Et donc, ce qui se passait, c'est que bah, les parents, du coup, suite à ça, ils pensaient que Julien avait besoin d'aide. Enfin, et du coup, les parents se mettaient à aider Julien. Voilà. Et dans les croyances, d'ailleurs, de ses parents, eh ben, ils pensaient que pour que les choses se fassent, il fallait l'aider ou il fallait le motiver. Et d'ailleurs, dans la motivation, c'était les écrans. Est-ce que vous pensez que ce fonctionnement-là, c'est quelque chose qui aidait Julien finalement à développer de l'autonomie, est-ce que cette dynamique, c'était quelque chose qui lui permettait de progresser? Vous Vous pouvez pouvez répondre dans le chat. répondre, pardon, vous pouvez répondre dans le chat. Non, pas du tout. On est en train d'alimenter un comportement en fait en pensant bien le récompenser alors que je pense enfin, ça a un effet complètement inverse en fait. Exactement, tout à fait. C'était une boucle effectivement que bah, du coup, ils faisaient la place de Julien et puis ils évitaient aussi des situations de frustration pour éviter les violences. Et donc tout ça, c'était toujours quelque chose qui venait renforcer effectivement le comportement. Tout à fait. Et donc, et ça devenait aussi, il y avait, ça a été une boucle qui a été loin, parce qu'il n'y avait plus du tout de contrôle d'écran. Julien, il avait de plus en plus d'écran pour justement que les choses se réalisent. Et ce qu'on voit, c'est que c'est récurrent dans les situations de famille. Ces comportements, ils sont vraiment automatiques. On a toujours ces boucles-là. Je peux passer à la suivante, voilà. Donc, en gros, je sais plus, parce que j'avais des petites notes et puis on n'a pas tout à fait le même. Excusez-moi, je reprends juste mes petites questions. Voilà. Donc si on reprend cette dynamique, est-ce que ceci, ça permet de stimuler le stop ou l'inhibition chez Julien? Parce que là, du coup, la fonction exécutive de Julien qu'on doit stimuler, donc selon CPIM et l'interaction, pour d'ailleurs les participants qui connaissent pas forcément la méthode, parce que je sais qu'il y en a sûrement ce soir, est-ce que l'attitude du parent aujourd'hui, elle lui permet justement de venir activer et de développer cette capacité de stop? Selon vous, et aussi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Merci. Donc là, ouais, vous avez répondu qu'il a pas l'impression. Ouais, il a l'impression que sans ses parents, il pouvait pas le faire. Voilà. Lui pense ça, hein, d'ailleurs, effectivement, Julien. Et puis, Ajá. ok, Donc, si vos réponses vont aussi nous aider à orienter plus nos explications. Donc, si vous participez plus, ça sera très bien. exactement. Donc, effectivement, ça stimule pas son stop ni son inhibition. Et pourquoi? Parce que il y a déjà une réponse. Effectivement, il y a un bénéfice secondaire. Parce qu'en fait, il obtient autre chose. Donc, il peut pas, il a aucun intérêt à s'arrêter. Puisque de toute façon, il obtient ce qu'il veut. Donc, et en plus, ce qu'on constate, c'est que euh, là, dans cette situation, il y a plus de situation de frustration, puisque on lui dit toujours oui, etc. Donc, il fait pas d'effort. Donc, c'est une boucle où il n'y a plus du tout d'entraînement d'inhibition. Tu peux passer, Camille. Voilà. Donc, dans les conditions, dans la prise en charge, dans ce qu'on a proposé aux parents, ce que j'aurais proposé, c'est donc de mettre en place des conditions, les conditions qu'on propose en CPIM, donc pour justement ne pas faire le stop à la place de Julien, donc ne pas répéter, ne pas négocier, ne pas justifier, ignorer les provocations. Également, ce que je mets toujours en avant, c'est continuer vraiment le renforcement positif des comportements attendus. Voilà. Et donc, les parents, la première semaine, ont commencé à appliquer mais bon, partiellement. Donc, voilà, ils ont essayé de le faire, donc je les vois effectivement. Et la croyance qui faisait que que les choses, que l'application était partielle, c'était que, voilà,
qui avait encore cette croyance, d'ailleurs de la maman, que Julien avait besoin d'aide et qui devait être motivé. Voilà. On a même assisté au début, Julien il disait à sa maman, bah tu me l'as pas écrit sur le planning donc je peux pas le faire. Comme s'il avait besoin d'avoir un planning qui lui donnait la consigne de qu'est-ce qu'il devait faire comme routine le matin, alors qu'il avait toutes les ressources. Et donc la maman, elle rentrait, elle alimentait, elle disait, bah moi, ah oui c'est vrai, je te l'ai pas marqué ce que je dois faire. Donc là, j'ai dû travailler avec la maman cette croyance que bah qu'est-ce qu'il fait là, Florian? Est-ce que vous respectez vos conditions de parents? Et là, elle me dit ah bah non, c'est vrai, vu comme ça, effectivement, et qu'est-ce que vous faites? Ah bah je justifie. Ok. Et donc on a travaillé ses comportements. Et le fait qu'elle en prenne conscience, bah ça lui a permis justement de comprendre que euh, c'était de l'alimentation. Voilà. Ensuite. Donc on a retravaillé les croyances et effectivement pour que justement l'application soit vraiment plus simple pour les parents et qu'ils arrivent à identifier les comportements, les conditions, voilà, qui continuaient finalement les comportements d'alimentation qui continuaient à maintenir. Voilà. Et je vais revenir justement sur voilà, on a illustré la diapo parce que dans un premier temps, en général, enfin, ça peut suffire en fait d'expliquer les conditions et de travailler en premier lieu avec les parents, mais sur des familles comme ça qui ont des difficultés, où il y a des comportements qui sont très ancrés, il va falloir travailler plutôt sur les croyances et effectivement dans l'optique module 3 de CPIM. Je vais juste vous illustrer un peu les croyances qu'on a souvent. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous travaillez, vous, en tant que thérapeute, pour ceux qui appliquent CPIM, mais notamment, moi, j'explique à toutes les familles pourquoi chaque comportement, la répétition, la négociation, la provocation et la justification, c'est des comportements d'alimentation. Et on va venir justement, je vais leur poser la question de à quoi ça sert. Donc, par exemple, si on reprend la répétition, souvent les parents, ils pensent que ça permet de réaliser une action, voire plus rapidement. Et que s'ils ne répètent pas, ça ne se fait pas. Et donc là, on va travailler le fait de se dire, bah, est-ce que réellement, combien de fois vous répétez? Et on va travailler le fait que le parent, il comprenne que répéter, c'est faire le stop à la place de le... Enfin, c'est ne pas lui permettre lui-même de s'arrêter. Voilà. Et ce que j'ai observé et le partage que j'ai eu avec Gabriella, c'est que dans cette méthode, on stimule les fonctions exécutives de l'enfant, mais également ceux des parents. Les parents, pour ceux d'ailleurs qui sont les plus des exécutifs, c'est les familles avec lesquelles on a le plus de difficultés à appliquer les conditions. Les parents, ils doivent s'inhiber, ils doivent se stopper eux-mêmes. Donc souvent, moi je travaille aussi avec le parent la capacité de trouver de comment ils peuvent se mettre justement dans cette situation eux-mêmes d'inhibition pour respecter leurs propres conditions. Et ça, c'est difficile. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut effectivement renforcer positivement les parents et les aider à trouver des solutions. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte, souvent, de ça. Et les valoriser. Et moi, je trouve que c'est... Après, ce sera intéressant de voir ça peut-être dans plusieurs années, enfin, ou d'étudier ça, mais les parents, ils progressent beaucoup dans leur structuration et dans leur capacité d'inhibition. Donc voilà, pour revenir, voilà, CPIM, ça intègre d'ailleurs voilà, plusieurs principes issus de la thérapie cognitivo-comportementale, mais c'est dans un cadre neurosystémique, donc sur un environnement et l'interaction. Voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et la co-régulation, donc cette co-régulation structurée, elle met les parents en situation de co-thérapeute. Et je trouve que ça prend du sens de façon durable, ça les implique beaucoup plus. On travaille vraiment des postures, des automatismes, des réactions de façon durable. Et on aide vraiment à ce que la transformation, elle soit ancrée. Voilà. Donc c'est pas un programme figé, c'est PIM, c'est vraiment, on se base sur là où ils en sont et là où ce serait bien de les amener. Voilà. Et pour finir, en tout cas sur le cas de Julien, voilà. Les 3 premiers mois, donc on a fait à peu près 6 séances. Moi,
enfin, dans mon organisation médicale, j'ai pas forcément la même flexibilité, la même organisation qu'un psychologue, qu'un neuropsychologue. Donc, je vais avoir des temps où je vais les suivre des fois tous les mois, où je vais pas avoir toujours le même rythme que ce qui est posé dans la méthode, mais je fais un suivi qui reste régulier. Et donc, dans ce suivi, donc j'ai observé qu'il y avait donc des progrès au niveau des routines, matin et soir. Voilà, il se mettait à se réveiller, il se réveillait tout seul, il s'habillait tout seul. Et j'ai pas précisé, mais au début, il a même une couche. Donc le matin, au tout début, avant Julien, il fallait que ce soit sa maman qui lui enlève la couche le matin. Il avait 12 ans, hein. Donc, pour vous dire d'où on est parti, voilà. On a une autonomie qui a vraiment progressé énormément. On a une reprise aussi des sports, de la motivation. Il a repris le snowboard, il a refait du théâtre. Il avait moins d'aversion à l'effort, c'était plus facile de lui faire des choses, notamment les devoirs. Il y a une réduction très notable des violences avec un enfant qui s'excuse très rapidement et qui, d'ailleurs, l'intensité a vraiment diminué de façon importante. Voilà. Voilà. J'ai constaté que ce qui reste toujours un peu difficile, mais ça, je pense que c'est un problème sociétal. On en discutait, c'est l'usage des écrans. Je pense que c'est le lot de tous les enfants et tous les adolescents. Donc, c'est en lien avec le contrôle des parents et les parents de Julien, ils n'étaient pas toujours très disponibles pour contrôler les écrans parce qu'ils travaillaient, notamment. Voilà. Et l'autonomie dans les devoirs n'était pas totale, mais il s'est mis à faire ses devoirs et il restait quelques devoirs sur lesquels il avait besoin de supervision. Voilà. Et on a constaté, voilà, j'ai pu voir qu'il y avait encore de l'autodévalorisation chez Julien, mais en lien plutôt avec le fait que il prenne conscience de ses capacités et qu'il soit plus exigeant avec lui-même. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que je tenais à dire, c'est que ça a été un enfant, enfin un ado, qui prenait plaisir à venir et qui était très content de ce qu'on était en train de mettre en place. Alors que c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément dans son intérêt. Souvent, je pense que vous voyez en tant que thérapeute, les enfants sont pas du tout contents de venir faire ces PIM avec leurs parents. Voilà. Et donc pour vous donner ça, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà l'évolution, donc plus de violence, il y a une perte pondérale, donc une perte de poids. Il est passé d'un indice de masse corporelle de 25,8 à 19,82 sur les 6 mois. Alors il y a eu également d'autres facteurs qui ont joué, notamment la médication par méthylphénidate, mais il y a une meilleure régulation des comportements alimentaires également. Donc vous voyez la courbe d'IMC que j'ai mis à côté, on a vraiment eu un rebond énorme et il est revenu complètement dans la normale. Voilà. Donc voilà, on a constaté, voilà, l'anxiété anticipatoire a été surmontée, il y a une amélioration notable de la scolarité, voilà, avec toujours un besoin d'encadrement, mais on a des très très beaux progrès. Voilà. Tu peux passer. Et ça va être ma dernière slide pour le cas. Voilà. Donc, on a voilà, pour résumer, mais ça, on l'avait déjà mis. Je pense que c'était une diapo répétée. Non, c'est tout bon. On peut passer au suivant. Voilà, je vous remercie. Ah, Donc, pardon, j'ai des questions sur les tableaux. Euh, je, je, je peux revenir tout de suite sur le cas en expliquant. En fait, c'est un enfant sur lequel on a décidé de pas forcément mettre un tableau dès le départ. J'en ai mis un en place, mais au bout de 3 mois à peu près. Parce que il y avait trop, il fallait travailler vraiment plutôt les conditions des parents et en fait le tableau a été proposé secondairement et ça a bien fonctionné. Ça a vraiment permis de durablement ancrer les routines. Voilà. Donc, je vais vous présenter le cas de Pierre, qui est un enfant âgé de 6 ans, porteur d'autisme modéré, que j'accompagne dans le cadre de son entrée au CESAD. Il y a un bilan psychométrique qui a été réalisé en juin 2024, qui a mis en évidence un QI total dans la limite intellectuelle avec des difficultés marquées en langage oral. Et il a bénéficié de 12 séances de suivi CPIM. Donc, les difficultés initiales évoquées, c'était par rapport au manque d'autonomie. La routine du matin, la routine du soir était très compliquée. Il ne pouvait pas déjeuner tout seul. Il ne pouvait pas s'habiller non plus tout seul.
La même chose pour le soir où la maman devait l'accompagner pour prendre la douche et aussi l'habiller. Il ne montait pas les escaliers et à chaque fois qu'il fallait se séparer, eh bien, il pleurait pendant longtemps dans différents lieux, que ce soit à l'école et au CESAD. Euh, Ensuite, il y avait des difficultés dans la gestion de la frustration, c'est-à-dire que suite au moindre refus, eh bien, il y avait de la violence physique et des crises de colère qui pouvaient durer 1 heure et ceci, c'était tous les jours. Il y avait également des difficultés lors des changements, des transitions, par exemple, en séance pour passer d'un jeu à un autre, c'était difficile pour Pierre. Et il y avait aussi des difficultés d'impulsivité. Donc voilà, le détail, je vous laisserai le lire dans les diapositives. Et aussi des temps d'écran qui étaient excessifs. Donc, je vais vous illustrer de manière concrète comment la méthode CPIM fonctionne. Donc, CPIM, c'est une prise en charge qui va agir en tant que telle dans la vie quotidienne de l'enfant. Et pour cela, nous allons nous intéresser au fonctionnement de l'enfant dans son quotidien. Donc, de manière concrète, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Pierre ne faisait pas ses activités, c'est-à-dire que, comme évoqué tout à l'heure, il ne s'habillait pas tout seul, il ne prenait pas le déjeuner tout seul. Le soir, c'était très compliqué pour la douche et aussi pour s'habiller, pour mettre son pyjama. Et il ne le faisait pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était devant les écrans. Et qu'est-ce que sa maman, elle faisait? Eh bien, elle faisait à sa place. Et ce comportement-là, il se répétait tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, selon vous, est-ce que vous pensez que le comportement de la maman va aider Pierre? Vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît. Non. Oui. OK. Oui, tout à fait. Euh, Effectivement, on voit en fait que cette dynamique, elle a mené cette maman à un épuisement important. Et vous voyez sur la diapositive la flèche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cercle vicieux qui est déjà instauré. Et sans le faire exprès, elle s'est renforcée. Et plus elle l'aide, plus elle fait, et bien plus il va se mettre devant les écrans. Donc, ici, dans cette diapositive, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi la maman, elle agit ainsi. Et donc, l'identification des croyances est important, en fait, capital pour comprendre la dynamique. Donc, ici, dans le cas de Pierre, ce qu'on voit, c'est que pour elle, pour être une maman, ça représente accompagner inconditionnellement son enfant et répondre à ses besoins. Donc, à chaque demande de la part de la maman vis-à-vis de Pierre, comme par exemple aller à la douche, eh bien Pierre refusait. Donc, ça déclenchait des crises de violence, des crises de colère, pardon, de la violence physique et des pleurs. Et donc, la maman, euh, elle faisait à sa place et elle mettait Pierre devant des écrans en ayant, on va dire, en pensant que, eh bien, ce comportement-là était en adéquation avec ses croyances initiales qui étaient qu'il fallait répondre à tous ses besoins. Euh, donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un cercle vicieux qui est instauré, et ce cercle-là, eh bien, on voit que Pierre est de moins en moins frustré dans le quotidien. Donc, selon vous, est-ce que le contrôle inhibiteur de Pierre est, euh, est stimulé dans l'interaction entre lui et sa maman? Vous pouvez répondre dans le chat. Ajá. Donc, vous dites non, pourquoi? Aussi, vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît.
Oui. Euh, oui, non, effectivement, oui. Tout à fait. Donc effectivement, le contrôle inhibiteur de Pierre n'est pas du tout activé parce que bien chaque fois il fait ce qu'il veut et la maman eh bien ne le stoppe pas. Donc si cette situation elle se répète tous les jours et la répétition fait que eh bien son stop n'est pas stimulé. Mhm. Tous les jours et plusieurs fois par jour, donc dès le matin, dans les différentes routines du matin jusqu'à le soir. Mhm. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on a identifié comment cette interaction ne permet pas à Pierre de stimuler son contrôle inhibiteur et aussi d'être peu autonome. Dans la théorie, on l'identifie, mais parfois dans la pratique, eh bien, ça coince, c'est un peu compliqué. Si on se rappelle, donc la maman, elle n'appliquait pas parce qu'elle était épuisée. Et cet épuisement, l'a conduit à être démunie et avoir la croyance que tout ce qu'elle essayait, eh bien, rien ne marche. Et une première individualisation de l'accompagnement donc, a été faite et c'est ce qu'on traite dans le module 2. Euh, il y a un travail de croyance qui a été réalisé par un jeu de rôle qui a amené la maman à prendre conscience et donc à changer de croyance. Et cette deuxième individualisation du protocole fait l'objet du module 3. Donc ici, dans cette diapositive, vous avez le détail du processus de manière générale, mais ce qui est important, c'est que on voit donc l'importance de la deuxième individualisation, donc qui sans cette dernière aurait conduit à un abandon de la prise en charge. Et progressivement aussi, ce qu'on voit et ce qui est capital, c'est que en faisant ce travail d'individualisation, eh bien, cela a mené à une meilleure implication de la maman pendant le suivi et au progrès autant du côté de la maman que de l'enfant que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes. Euh, donc, oui, alors voilà, comme évoqué tout à l'heure, donc on est effectivement dans une boucle et on voit que justement, il y a une stimulation des fonctions exécutives autant du côté du parent que de l'enfant. Parce que bien dans le cas de Pierre, eh bien la maman elle a travaillé eh bien son contrôle inhibiteur dans le sens où elle ne répondait pas aux besoins de son enfant, donc elle a dû mettre son stop. Et du coup, pour l'enfant, effectivement, le contrôle inhibiteur a aussi été stimulé puisque il faisait les activités même s'il voulait être devant les écrans. Donc, voilà les progrès de Pierre durant tout le suivi. Donc, rapidement, à 2 semaines après la mise en place de CPIM, on a commencé à avoir des améliorations comportementales dans le quotidien. Et à la fin de l'accompagnement, voilà, les progrès ont été notables dans différents environnements. Il était plus autonome dans les routines du matin et les routines du soir, donc il pouvait s'habiller tout seul, se laver tout seul. Il avait quelques difficultés psychomotrices, mais il avait la juste aide nécessaire. Euh, une meilleure obéissance est observée, peu de crises de violence aussi, et des temps d'écran diminués à 1 heure par jour. Et les transitions se passent sans pleurs. Donc, actuellement, donc, je vois Pierre dans le cadre d'un suivi. Et ce que je vois cliniquement, c'est qu'il y a une amélioration concernant la fluidité de son discours. On le comprend beaucoup mieux quand il parle et il y a une meilleure prise de conscience de l'autre. C'est-à-dire que au départ, il ne s'intéressait pas à l'autre, il posait pas forcément des questions
Et puis ensuite, à la fin du suivi, dans les conversations, voilà, il demande comment je vais. Voilà, on voit un réel intérêt pour l'autre. Et du côté de la maman, le sentiment de compétence parentale s'est amélioré et j'ai vraiment ressenti un apaisement de la part de cette maman et des progrès, voilà, et les progrès se sont maintenus à 1 an de suivi. Voilà, j'ai fait récemment un petit point avec elle et effectivement, tous les points qu'on avait abordés ben, ont progressé et maintenu et automatisé. Alors, bientôt on va passer à la partie questions. Merci Claire pour la présentation du cas. Donc ici, comme conclusion, donc on peut observer qu'effectivement, ces fonctions exécutives qui sont très importantes pour différents aspects de l'enfant, que ce soit sur la partie cognition, attention, concentration, émotion, comportement, ces fonctions exécutives, on peut les stimuler dans la vie de tous les jours. On l'a vu ici, les difficultés que normalement représentaient, non? Une difficulté pour les parents, en même temps, c'est une grande opportunité pour stimuler les fonctions exécutives de l'enfant dès le matin jusqu'à le soir. Ça, on a l'occasion donc de stimuler pendant plusieurs fois par jour et pendant toute la semaine. Donc, imaginez-vous l'entraînement intensif que les enfants reçoivent. On a pu observer qu'effectivement, ça c'est possible car ces fonctions exécutives sont ici dans le cortex préfrontal, partie qui est malléable et pendant longtemps, pendant toute la période de l'enfance et de l'adolescence, et à l'environnement. On a vu qu'effectivement, les interactions ont un rôle très important, qu'il y a certaines pratiques parentales qui vont justement aider à favoriser ce développement. Mais pour cela, c'est important d'identifier quelles sont les pratiques qui vont aider. Et c'est là où les thérapeutes, vous savez, on a un rôle très important. Car effectivement, les parents, pour qu'ils puissent mobiliser les compétences de son enfant, ils ont besoin d'un accompagnement très ciblé. Alors, ici, vous avez différentes sources, la littérature scientifique, qui justement soutiennent toute l'importance que les interactions ont dans le développement de ces cortex préfrontal, de ces fonctions exécutives. Ça, je vous laisserai lire puisque vous allez recevoir les slides la semaine prochaine, y compris les replays. Alors, donc, on a vu que en travaillant avec le contexte, on a pu travailler les fonctions exécutives et que dans certaines familles, juste mettre les conditions des parents, on sait qu'il y a certaines conditions qui vont favoriser, mais pour certaines familles, cela ne suffit pas. On a vu qu'il y a certaines techniques de la TCC qui vont favoriser, ok, mais si on articule ça avec les neurosciences, avec la partie systémique, on peut les amener pour stimuler ces fonctions exécutives, mais il y a certaines croyances, il y a des parents qui sont épuisés, il y a des parents qui ont des croyances très ancrées et qui vont dans le sens contraire. Et donc, effectivement, si on amène certaines conditions, mais que s'ils n'ont pas les ressources pour intégrer ces conditions, que va-t-il se passer? Peu d'investissement de la part des parents. Un abandon dans le suivi. Une incompréhension aussi, non? Ils vont se sentir facilement incompris. Et c'est là où aussi, vous, les thérapeutes, on a un rôle important parce qu'effectivement, si nous, on fait ce travail plus personnalisé, on prend en compte, pour certains cas, ce sont les croyances, pour d'autres cas, ce sont d'autres facteurs que, pour des raisons de temps, on n'a pas le temps pour expliquer tous les différents facteurs. Mais ici, dans les deux cas, c'était les croyances. Et on a vu qu'en faisant ce travail de croyances, les parents ont pu appliquer les protocoles en tant que tel. Après, si vous avez des questions, il y aura les moments de questions-réponses. Donc ici, je vais laisser Virginie présenter la conclusion. Bon. Ce qu'on voit, c'est que
notre rôle en tant que thérapeute, il prend tout son sens en travaillant non seulement avec l'enfant, mais avec l'environnement, avec tout ce qu'il a autour. En ajustant à la fois le cadre, les attentes, la façon de l'accompagner, en tenant compte de son profil, de ses forces, de ses vulnérabilités, euh, de lui permettre en fait de partir de là où il est pour progresser. Voilà. Un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, on l'amènera pas aussi loin qu'un enfant qu'on n'a pas. Mais c'est pas grave en fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment le faire progresser et dans tous les environnements de sa vie. Donc on va essayer voilà d'intervenir si on peut dans tous ces environnements. Voilà. Il n'y a pas une prise en charge, je dirais, unique. Ces PIM, c'est vraiment en fonction de ce qu'on va voir, en fonction de aussi le vécu de ces familles, leur expérience, qu'ils sont. Enfin, on rentre dans leur intimité et je pense que ça c'est fondamental. C'est que on, c'est pas automatique, c'est vraiment quelque chose qui va, on va faire pour les amener là où ils sont prêts à aller aussi. On va pas pouvoir les pousser si loin que ça. Et puis ils ont chacun leurs difficultés. Il y a des parents qui rencontrent des situations d'adversité très fortes et on peut pas leur demander la même chose que quelqu'un d'autre. Enfin voilà, on va vraiment s'ajuster à eux. Et ce que je vais commencer un peu à défrayer Enfin, ce que je voulais apporter moi, c'est mon point de vue de médecin, et j'ai vu qu'il y avait une question, c'était sur les traitements médicamenteux. Moi, dans ma pratique aujourd'hui, je me rends compte que ces PIM, alors soit je vais le proposer soit d'emblée, quand j'accompagne une famille, soit je vais le proposer ou en même temps ou après la médication, en fait. Ça va venir pas toujours au même moment, en fonction du besoin, en fonction de ce que la famille elle apporte. J'ai des familles qui arrivent, qui ont fait CPIM avec un thérapeute et qui viennent me voir parce que bah, le thérapeute il est au bout de ce qu'il arrive à faire avec cette famille et puis il y a besoin effectivement d'une médication. Donc on commence le traitement et puis ça permet de faire diminuer la pression, ça lève vraiment une grosse partie des difficultés et ça permet justement à ces PIM de pouvoir se mettre en place plus simplement, que les parents arrivent à appliquer les choses, arrivent à finalement un peu sortir de leurs croyances et appliquer de façon plus permanente leurs conditions, parce que l'enfant, il est aussi moins difficile, il est moins explosif avec le traitement. Et puis, à l'inverse, moi j'ai des familles où il y a le traitement depuis un moment, mais les difficultés comportementales, elles sont toujours là quand le traitement marche plus. Donc soit le matin avant que ça fonctionne, soit le soir, avec des effets, parfois même à la fin du traitement, ce qu'on appelle des effets rebonds, où les symptômes du TDAH peuvent être extrêmement importants. Bien plus important d'ailleurs que voilà, quand il n'y a pas forcément de traitement. Et du coup, c'est un moment difficile. Donc c'est là où CPIM pour moi a toute sa place. C'est donner, outiller les parents pour les aider à réagir et justement à mobiliser leur enfant pour qu'il y ait cette notion d'effort. Parce que ce qu'on voit effectivement, c'est que le traitement, c'est très efficace, mais c'est quelque chose qui va permettre justement de limiter la fatigue de l'enfant et l'effort qu'il va mettre en place pour se concentrer. Mais du coup, il va y avoir peut-être moins cette mobilisation des fonctions exécutives parce que le traitement, bah, ça permet vraiment de faciliter et vraiment de pas forcément mettre en place d'efforts. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'associer ces PIM à tout ce contexte et c'est synergique pour moi, toutes ces actions et voilà, le traitement avec cette guidance, c'est quelque chose qui, dans ma pratique, m'a changé vraiment la réponse que j'ai pu apporter aux familles. Et, euh, et d'ailleurs, même quand c'est un autre thérapeute qui peut effectuer ces PIM, parce que je peux pas suivre toutes les familles en guidance, eh ben, je vais retravailler au moment où on rediscute du traitement et des effets et des comportements qui peuvent persister. On retravaille également les éléments des conditions CPIM. On retravaille les croyances, les comportements qui peuvent rester. Et voilà, et ça permet aux familles de faire des piqûres de rappel. Donc, dans mon exercice, je trouve que même si c'est d'ailleurs pas moi toujours le thérapeute qui accompagne ces PIM au début, je vais avoir un rôle où je vais faire du rappel. Et le parent et les familles me disent: ah oui, c'est vrai, moi je voyais pas les choses sous cet angle-là, c'est vrai, vous avez raison, je pensais que j'appliquais bien. Et donc ça permet de maintenir dans le temps. Et d'être à plusieurs comme ça, c'est vraiment, je pense, très enrichissant pour ces familles. Voilà.
ce que je voulais vous apporter. Après, ça m'a enrichi ma pratique médicale. Enfin, vraiment, j'ai un vrai outil et j'ai plus l'impression d'être démunie face à ces familles. J'ai l'impression d'avoir toujours une petite solution, ou en tout cas de me dire, bon, on va y arriver. J'ai eu des échecs hein, sur les situations de guidance parentale, sur CPIM. Voilà, il y a des limites, hein, ça va dépendre de l'implication de la famille, très souvent, et puis aussi des propres limites de moi, ce que je peux peut-être de mon expertise dans CPIM, hein, on n'est pas toujours parfait, et voilà, heureusement, j'ai fait beaucoup de supervision avec Gabriella, ce qui m'a permis de beaucoup progresser. Ouais, je suis formée depuis septembre 2024, pour information. Et j'ai accompagné, je dirais, à peu près ouais, une trentaine de familles, déjà, en CPIM. Oui, tu as eu un accompagnement très, comment on dit, très ciblé, très personnalisé en tant que tel, intensif aussi, car en effet, ici, je reçois des questions de thérapeutes qu'on va bientôt discuter. C'est intéressant. Ah, merci Virginie. Je vois que... De rien. Alors, donc, avant de passer aux questions, donc, vous allez recevoir les webinaires, les replays, pardon, et aussi les supports de présentation. Et aussi, il y aura bientôt un cycle de conférences justement pour continuer à sensibiliser. Donc, vous allez recevoir aussi ces informations. Tous les détails seront mis dans les mails. Alors, maintenant, nous allons passer au moment des questions. Donc, là, ce sera bien si vous souhaitez aussi allumer vos microphones. Donc, parce que c'est vrai qu'ici, plusieurs réponses, Virginie, tu as répondu. Et je vois, on a reçu plusieurs questions concernant la partie de... il n'y a pas la différence très claire entre l'individualisation, la première et deuxième individualisation. Est-ce que tu voudrais donner certaines informations, Virginie, ou je réponds? Je te laisse le faire, ouais, ça c'est plutôt Ok. toi qui maîtrises. Merci. Ok, de rien. Alors, dans les deux cas, on a vu des familles que, ok, ils ont été déjà sensibilisés, ils ont déjà pris ils avaient déjà une prise de conscience concernant l'interaction et les effets de son interaction avec le fonctionnement de son enfant. Dans un premier temps, ils étaient partants pour rentrer dans les protocoles, mais quand ils étaient dans les protocoles, ils ont eu certains freins et donc ils n'appliquaient pas en tant que tel les protocoles. Et c'est là où justement le tout cas, ici avec le cas de Virginie, est clair. Il a fallu faire toute une sorte de recherche pour aller identifier ce qui coinçait pour ne pas, dans cette bout d'investissement ou dans la difficulté de mettre en place. Et c'est là où, OK, ils sont arrivés avec les croyances. Et à partir de là, il y a eu un travail, il y a eu tout un processus où les parents ont été accompagnés pour après commencer à appliquer les protocoles. Attention, ce travail, ça mène une certaine finesse, parce que c'est vrai que les parents, et ça c'est un des biais qu'on peut rencontrer, ce n'est pas que directement les parents vont vous amener les croyances de base ou les croyances originales. Il faut identifier parmi toutes les croyances quelles sont les croyances qui vraiment coincent dans la prise en charge. Et donc, c'est là où c'est l'intérêt justement de faire le module 3, car il y a cet accompagnement. Dans certains cas, ici, c'est parce qu'on était très ciblé dans la partie croyance. Dans certains cas, peut-être ne sont pas les croyances. Dans certains cas, il faudra adapter encore plus et de manière beaucoup plus structurée la prise en charge de l'enfant. Mais toutes ces difficultés vont être identifiées quand on est vraiment dans la prise en charge. Quand on identifie que les parents n'adhèrent pas dans la prise en charge, ça, ce sont des signaux, ce sont des opportunités pour aller encore plus approfondir pourquoi
Quels sont les croyants? Ok, ils ne rentrent pas dans le protocole, mais pourquoi? Ils se cachent quoi derrière? Et là, c'est aussi un autre bras de levier que nous, on a. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question dans le chat, Gabriella, qui demande qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant ne veut pas faire, si on répète pas, comment on peut faire? Donc c'est vrai que moi je l'ai pas détaillé dans le cas de Julien, mais ce qui a permis que Julien se mette à réaliser ses tâches, c'est que bah on a géré ses plaisirs. C'est-à-dire qu'on a géré les choses qu'il faisait à la place de réaliser ses routines le matin. Donc voilà, il n'avait pas le droit de lire ni de regarder ses écrans tant que sa routine du matin n'était pas réalisée. Et on a travaillé comme ça, effectivement, sur toutes les tâches où les parents étaient présents pour que justement ils les réalisent. Et ça s'est mis en place. Après, ça demande que le parent, eh ben, il soit en capacité d'attendre que l'action, elle se réalise et ne pas, voilà, et lui-même s'inhiber, voilà. Au début, ils continuent un petit peu à répéter, ils ont un peu de mal, mais avec le temps, ils arrivent de plus en plus à, et puis l'enfant, il le fait, hein. Enfin, en tout cas, c'était le cas de, voilà, ça demande de l'endurance, c'est vrai, exactement. Il faut être, euh, il faut être patient, il faut les encourager, les parents, c'est difficile, hein. Et aussi, ici dans le cas de Julien, parce qu'il avait des ressources, mais on ne peut pas appliquer, et c'est là où ça rentre, le fait d'appliquer sur mesure, car lui, il était en capacité, mais il y a d'autres enfants qui peut-être ont d'autres difficultés, et donc on ne pourra pas demander cela. Donc, le niveau d'exigence, ça va être toujours en fonction des capacités. Et ici, l'objectif, c'est vrai que ça va être compliqué de répondre à un cas en particulier parce que pour répondre de manière très précise à un cas en particulier, il faut vraiment aller identifier quel est son contexte à lui, ses compétences, son point de départ. Et ici, effectivement, donc l'objectif, c'était plus de vous sensibiliser à l'importance que l'environnement, c'est un bras de levier très puissant pour les compétences de l'enfant, compétences masquées par les difficultés, ou vice-versa. Et moi, je dirais que, en tout cas, pour avoir vraiment, moi, j'accueille dans mon cabinet, je ne fais que du neurodéveloppement. Donc, j'accueille des familles avec tout type de TND. Alors, la majeure partie des enfants que je vais voir, c'est des TSA, des enfants qui ont des TDAH ou avec une comorbidité, donc soit un trouble autistique, quand même beaucoup. Et parfois, j'ai des enfants qui ont des troubles du développement intellectuel. Et ça fonctionne aussi sur ces profils-là. Donc on arrive à les faire progresser. Ces enfants, ils ont aussi besoin de développer leur fonction exécutive. Et ce qui va les rendre, ce qui va développer on va dire leur plein potentiel, quoi. Je, je vois ce que je disais souvent. J'ai des choses sur lesquelles la médication ne fonctionne pas. Donc là, j'ai une situation d'une famille où la petite fille, elle n'arrive pas à elle a pas d'initiation, elle n'arrive pas à démarrer une tâche et même avec la médication, le métier de fénilate, ça ne permet pas de mettre ça en place, et ben on va mettre en place CPIM. Et ça, c'est une vraie ressource. Et voilà, et tout, il y a tout plein de cas. Enfin, Gabi, tu parlerais mieux que moi de toutes les situations qu'on rencontre. Voilà. Plus l'enfant est grand, plus c'est compliqué, hein. Je dirais que les adolescents, ça devient plus dur. Euh, c'est les situations dans lesquelles je pense que il y a une évolution qui est plus lente, plus complexe, mais honnêtement, voilà, ça a aussi de l'intérêt. Parce que l'enfant, il est plus tout à fait dans les mêmes mécanismes, il est moins flexible, il y a moins de flexibilité sur les fonctions exécutives quand même. On le voit, dès qu'ils sont petits, c'est hyper simple, ouais. Moi, j'avais une question, enfin deux questions, par rapport justement à des profils, des enfants qui présentent un profil TSA. Est-ce que justement la méthode CPIM, à un moment donné, trouve pas ses limites par rapport à, comment dire, justement ces difficultés structurelles liées aux troubles? Je pensais notamment à le manque de flexibilité, quoi, chez l'enfant et que ben, on n'arrive pas à le faire rentrer véritablement dans la méthode.
Bah, Est-ce que moi, réellement, il y a vraiment une bonne progression où on arrive rapidement aux limites malgré un cadre structurant, rassurant, bienveillant, voilà, en régulant les interactions? Est-ce que en fait, vraiment ce profil d'enfant... ça dépend des profils d'enfants TSA. Plus ils sont rigides, plus c'est compliqué. Mais moi, je trouve que on travaille cette flexibilité en réalité. Mais moi, j'ai travaillé pour certains enfants où il y avait des très forts troubles oppositionnels. J'ai travaillé sans l'enfant. On a travaillé vraiment avec les parents sur les conditions à maintenir. Parce que l'enfant mettait en échec même la thérapie, mettait toute son énergie pour casser les choses mises en place. Mais en tout cas, voilà, avec des enfants qui refusaient de me parler, qui mettaient... Enfin, vraiment, il y avait du mutisme complet. Et en fait, en travaillant avec les parents, ça a permis de mettre en place des choses et de calmer les comportements. Après, on va pas forcément avoir un impact sur tous les comportements TSA, mais moi, je trouve qu'on travaille cette rigidité. Mais je pense il faut trouver le bon équilibre. Parce qu'il y a des enfants, on peut pas aller trop vite. Je pense qu'on va plus lentement avec des enfants TSA. Parce qu'on doit respecter ce rythme de changement. Et d'ailleurs, les familles, elles le disent, elles disent ouais, ça va mieux, c'est pas parfait, et puis on y va progressivement. Pour que l'adaptation, justement, quand on veut changer une routine, pour que ce soit bien adapté. Moi, je trouve d'ailleurs que les tableaux chez les enfants TSA, pour beaucoup, ils adorent ça. Et c'est hyper structurant, et c'est eux qui viennent même nous dire ce que le parent n'a pas fait, si le parent n'a pas respecté leurs conditions. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu justement le profil d'enfant qui serait, alors pas forcément déficient intellectuel, mais à la limite, quoi, léger, léger. Bah, on a un peu, ouais, enfin, c'est des, ouais, enfin, ce que j'ai eu, c'était des enfants qui avaient des troubles enfin, du développement intellectuel, mais légers, hein, dans les profils d'enfants à faire évoluer. Et c'était des problématiques comportementales, d'opposition qui restaient à la maison, avec des enfants qui étaient quand même, qui étaient dans des capacités d'autonomie à faire progresser, avec des comportements qui convenaient pas. Mais on travaille. Je dirais que il faut avoir cette finesse de travailler aussi qu'il y a des comportements qui sont des recherches sensorielles aussi. Donc avoir aussi des connaissances sur le neurodéveloppement et sur les particularités de ces troubles, c'est important aussi pour bien appliquer ces PM. Parce que bah il y a des recherches comportementales. J'ai un ado là qui a 14 ans, qui écrase sa mère et qui le fait super mal tous les soirs. C'est un comportement de recherche sensorielle. Et donc si on n'arrive pas à identifier ça avec le parent, bah on va pas pouvoir proposer de solution. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin voilà, d'avoir une bonne connaissance des troubles du neurodéveloppement, mais même voilà, d'autres thérapies, d'autres méthodes. Alors, je n'ai pas toutes les questions. Merci Virginie. Alors, il y a des questions concernant la partie école. Donc, il y a un replay et que on va ajouter aussi dans l'email qui présente justement la partie école. Et si Sandrine ou Kathleen sont là, qui ce sont des professeurs qui appliquent au 100% la méthode à l'école, mais sachez que l'appliquer en classe, c'est aussi bref. Et c'est aussi très intéressant puisqu'on peut constater qu'en faisant ce travail de stimulation et de fonction exécutive, les enfants deviennent plus autonomes en classe, plus attentifs. Et ils deviennent aussi avec un meilleur contrôle du comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que cela a un effet sur quoi? Sur les apprentissages. Ils sont plus ouverts et plus actifs, plus acteurs dans ceci. Ça aussi a des répercussions avec ces interactions sociales. Pour les enfants, pour les classes où il y a des enfants ayant un trouble des apprentissages, ils ne parviennent pas évidemment à avoir fait même, comment dire, amélioration, mais sachez que même s'ils n'acquièrent pas, pardon, une autonomie totale dans la réalisation de travail scolaire, ils acquièrent quand même une certaine autonomie, ils se mettent au travail. Quels sont les bénéfices?
pour les professeurs, c'est qu'effectivement, ils ont plus de temps, plus de ressources aussi pour s'occuper des enfants qui ont besoin plus. Les restes des enfants qui ont moins de difficultés, ils gèrent mieux et donc cela libère de l'espace pour la professeure. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances, il y a un webinaire gratuit aussi qui a été présenté par deux professeurs qui justement appliquent CPM en tant que tel, au 100% dans toute sa classe. D'autres questions? Gabriella, moi je voulais rajouter quelque chose aussi. Je pense qu'on avait aussi évoqué, alors je ne sais pas si dans la, dans les participants ce soir, il y a des personnes qui ont des contacts, mais je pense que dans ces CPIM, les options qui vont arriver, c'est d'évaluer notre méthode et nos pratiques, et pour montrer effectivement que bah, c'est pertinent et avec des chiffres et des études qui soient bien validées. Ça, vraiment, je pense que c'est un objectif qui est très important qu'on va essayer de mener, enfin que Gabi a commencé déjà à mener avec avec des thérapeutes. Mais je pense qu'on a, voilà, si vous avez des contacts avec des laboratoires de psychologie pour justement nous permettre de développer ces protocoles, je pense que voilà, on est tout à fait preneuse. Oui. Et alors, oups. Pardon, Méline, ¿ya te coupé? Ah non, 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 c'est tout Non? bon. Ok, donc alors, pour répondre à vos questions ici dans le chat, oui, les liens avec l'autorégulation, donc ce sont les fonctions exécutives qui vont nous permettre d'avoir une meilleure autorégulation, une meilleure régulation de notre comportement. Donc, si je agis sur les fonctions exécutives de l'enfant, cela va se traduire, comme on l'a vu dans le cas de Julien et de Pierre, il parvenait mieux à gérer ses émotions, sa frustration, ses crises de colère. Il parvenait mieux à accepter le fait de, OK, je ne veux pas faire je ne veux pas m'habiller, je ne veux pas faire mes activités, mais malgré que je ne veux pas, je les fais. Et là, il y a à nouveau l'autorégulation. Là, c'est l'autorégulation donc comportementale, émotionnelle. Ça va se traduire aussi dans la partie cognitive. Donc, OK, même si je ne veux pas rester dans mon devoir, je vais le faire. Et là, on a dans la partie école, donc les exemples aussi avec les professeurs. Donc, l'enfant, il parvient mieux à être plus attentif, plus impliqué dans ses apprentissages. Bon, l'attention pour amener à un apprentissage. Alors, oui, il y a certaines familles, donc ici je vois la question de certaines familles qui ont interrompu les processus de CPM, car finalement à cet stade, le souhait principal des changements pour la famille n'était pas le quotidien familial. Alors là, vous allez avoir un rôle aussi très important, car les messages pour de passer aux parents de son rôle, parfois ce n'est pas, comment dire, pour certaines familles, dès qu'on transmet les messages, pour certaines familles ne vont pas l'intégrer directement. Il faut vraiment avoir une certaine maîtrise dans la communication, dans la transmission des messages. Ça, c'est une des premières bases. Numéro 2, et c'est là où, à nouveau, le rôle du thérapeute a un rôle vraiment très important. Pour certaines familles aussi, les messages qu'on transmet, même si on a de bonnes compétences pour faire la transmission des messages, pour certaines familles, ces messages ne font pas d'écho. Donc, il y a certaines familles qu'on peut observer qu'ils ne voient pas les liens avec la partie vie quotidienne et la partie scolaire ou la partie sociale. Mais là, c'est la thérapeute de faire tous ces liens pour qu'ils puissent comprendre toute cette partie. C'est une forme de psychoéducation parentale. Les parents, ils vont savoir exactement
quel est le lien qu'il y a entre fonction exécutive, capacité d'autorégulation et les plaintes que l'enfant rencontre. Admettons, sont les interactions sociales, donc on va faire vraiment les zooms sur la partie interaction sociale. Admettons, l'enfant à la maison, c'est un enfant qui reste beaucoup dans les écrans. Je mets vraiment dans une situation très caricaturale et donc il n'est pas amené à être plus sociable. Donc, on doit faire les liens de l'importance de travailler d'abord dans la vie quotidienne. Je pense que pour cette famille, peut-être le message n'a pas été suffisamment compris et donc ils ne voyaient pas les liens et donc effectivement, ils n'ont pas compris qu'effectivement, agir sur la vie quotidienne est important. Il y a des parents aussi que pour eux, et ça c'est un des grands biais qu'on a avec les familles, pour certains parents, comment dire, ils sont déjà habitués à sa dynamique familiale. Et donc, ils ne voient pas la difficulté parce qu'ils sont déjà habitués. Et donc, si eux, ils ne voient pas la difficulté et on les présente de faire un travail avec sa vie familiale, ils ne vont pas rentrer non plus dans le protocole, car la vision de base n'est pas la même que la nôtre. Et là, c'est à nouveau la thérapeute qui va s'adapter. Donc, regardez comment chaque obstacle que la famille a, c'est un point pour dire, voilà, donc, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que se trouve? Et c'est là où on peut faire notre labeur, notre travail de chercheur. D'autres questions? Il y a une question sur autour des écrans. Est-ce que c'est souvent dans les situations qu'on va rencontrer? Moi, je dirais que c'est quasiment toutes les situations des adolescents que j'ai. Il y a des problématiques avec l'usage des écrans et des contrôles. Moins chez les plus jeunes enfants. Après, j'ai peut-être une population un peu particulière pour les plus jeunes. J'en ai moins qui ont des problématiques d'usage des écrans. Mais c'est une difficulté parce que les parents, ils sont assez démunis sur les mécanismes de contrôle et des écrans et parce que bah, c'est des enfants qui sont souvent aussi sur ordinateur. On a toujours un peu cette problématique. C'est des enfants qui ont des troubles, donc ils ont besoin d'un ordinateur pour travailler à l'école. Donc ils vont se retrouver à avoir accès à l'ordinateur constamment. Et donc faire ce contrôle sur l'ordinateur, ça va être compliqué. Et je dirais qu'il n'y a pas de réponse type, hein, mais il faut... ouais. Les parents, ils disent souvent que quand ils arrivent à couper et faire autre chose et les occuper, ça se passe bien. Mais après, c'est dans le fonctionnement au quotidien qu'il faut effectivement bah, travailler peut-être avec eux bah, le changement, quoi. Et ça, je dirais qu'on est plutôt dans une dimension de problème sociétal, hein. Oui, et néanmoins, effectivement, donc c'était possible, c'est très fréquent. Ici, bon, dans le cas de Claire, l'enfant, il a diminué. Dans le cas de Virginie, c'est que aussi c'est intéressant dans le cas de Julien, c'est que quand les parents avaient un contrôle sur les écrans, l'enfant diminuait. Donc, il acceptait ça. C'était là plus la partie des parents que, bon, il n'était pas toujours présent pour contrôler ça, mais ce qu'on pourrait tenir, c'est que quand il y avait ce contrôle, il les suivait. Mais là, bon, il fallait encore faire un peu de travail avec les parents. Gabriella, j'aurais une question pour Virginie et Claire. Est-ce que vous rencontrez en fait finalement plus de difficultés à faire changer le parent ou plutôt réellement à faire changer l'enfant? En proportionnalité, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, pour mon propre cas, j'ai des enfants de 6 à 10 ans et puis pas mal d'adolescents. Et je me rends compte, depuis un petit peu plus d'un an que je fais CPIM, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de difficultés en fait avec le parent qu'avec l'enfant. Parce que l'enfant, on va faire le paradigme, on va faire le tableau que je parlais là tout à l'heure dans les questions. Et j'ai l'impression que parfois, le parent, je le perds en cours de route parce que lui, il n'a pas un outil concret. Alors même si c'est vrai qu'il remplit le tableau avec l'enfant, je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un support ou un document que le parent aussi ramènerait lors de la deuxième, troisième séance comme une sorte de contrat aussi.
pour pas que le parent il nous lâche en cours de route, parce qu'on se rend bien compte que sans le parent, nous, on s'épuise aussi avec le jeune. Ok. Alors, important, hein? Regardez, hein? Ici, avec la maman de Pierre, non, pardon, oui, de Pierre, cela se traduisait comme un manque elle disait au départ, donc, ce qui posait problème, c'est qu'elle n'appliquait pas en tant que tel. Vous voyez, il a fallu faire tout un travail pour identifier où ça coince. Mais dans un premier temps, ce n'est pas spontanément que c'était donné comme ici. C'est parce qu'ici, on a fait tout ce travail que l'information est déjà, comment dire, filtrée. Mais dans un premier temps, la peu d'implication qu'elle avait, c'est car elle disait, je ne crois plus. Vous voyez, donc, mais si je reste avec ça et j'essaie de les donner des supports concrets, cela ne va pas marcher. Parce que la croyance de base, elle ne l'a pas. Donc, ce qui sera intéressant avec ses parents, derrière ça, parce que là, on observe le comportement des parents, derrière ça, ce qu'il y a dans la base qui l'empêche pour sentir qu'il n'a pas encore quelque chose de concret. Ça peut être vraiment quelque chose de concret, ok. Comment est-ce qu'on va se rendre compte dès qu'on lui donne quelque chose de concret, il va l'avoir. Mais le tableau est déjà concret, donc pourquoi est-ce que cela ne suffit pas? Il y a d'autres cas. Je ne dis pas que c'est toujours la partie crayon. C'est pour ça que là, bon, il va y avoir vraiment tout un cycle de conférences pour aller, il y a le module 3 aussi pour les thérapeutes, mais il y a un cycle de conférences pour vraiment sensibiliser tout ça, parce que parfois, ce n'est pas les crayons. Parfois, je pourrais vous dire, et on a eu déjà des cas où la consigne, peut-être pour nous, était très spécifique. Peut-être. Mais pour l'enfant, il fallait encore être beaucoup plus spécifique. Il y a plusieurs facteurs pour rentrer vraiment dans le travail. C'est vraiment, il y a différents facteurs. Ça peut être crayon, ça peut être... Mais il y a des bras de levier. Et ce qui est intéressant, je ne dis pas qu'il y a les bras de levier pour les 100% des familles, parce que toujours, on va avoir des familles que ne vont pas rentrer. Néanmoins, les familles qui sont les plus compliquées ne sont pas les familles qu'on a en consultation. La plupart des familles qu'on a, même s'il y a peu d'investissement, il y a des bras de levier. À nouveau, parce que les familles qui vraiment sont complètement désinvesties, elles sont vraiment complètement, elles ne viennent plus en consultation, elles n'ont pas même pas cette possibilité de. C'est clair. Moi, je suis d'accord avec Gabi, hein. Je dirais que effectivement, ce qui limite l'application de CPIM, c'est souvent effectivement les parents, hein. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est l'environnement. Je dirais plus que les parents. C'est-à-dire que si on a un cadre où il y a du conflit entre les parents, ça va rester problématique, ça va empêcher en tout cas la bonne application de CPIM. Mais c'est sûr que c'est eux qui sont réellement l'élément qui va être le bras de levier, comme Gabi le dit. Euh, et enfin, ce que je vois, moi, sur des situations où je reprends des suivis qui ont été, de patients qui ont été vus par d'autres thérapeutes ou sur des retours CPIM, c'est qu'effectivement, en fait, souvent les parents, ils se battent sur le tableau et ils oublient en fait les conditions qu'ils ont à mettre en place. Et ils vont, du coup, ça va être quelque chose à charge pour l'enfant. Et eux, ils vont oublier le rôle qu'ils vont avoir dans cette méthode. Et c'est vraiment, quand on reprend tous les comportements problèmes qui peuvent persister ou les choses qui restent résiduelles, c'est parce que le parent, il n'applique pas ces conditions. Et que du coup, il alimente le comportement de l'enfant. Et c'est vraiment pour ça que moi, quand je fais de la restructuration cognitive, quand je fais la remise de résultats, je vais vraiment avoir une séance qui va être dédiée aux conditions des parents. Et le tableau va vraiment venir après. Et il faut que le parent, il applique déjà ses conditions pour que le tableau puisse fonctionner par la suite. Sinon, et c'est voué à effectivement à ce que on soit toujours centré sur l'enfant et pas regarder ce qu'on fait, regarder ses propres réactions et ses propres interactions. Et ce que je trouvais, et voilà, et là où Gabi m'a beaucoup supervisé, c'était aussi vraiment aller plus loin dans l'évaluation du paradigme et vraiment permettre aux parents de se rendre compte qu'est-ce que vous faites avec votre enfant.
parler de cette interaction, aller plus loin même que le décodage de l'interaction plus ou de ce que ça signifie. C'est vraiment dire, et qu'est-ce que vous faites pour que votre enfant y fasse? Et vraiment l'accompagner dans se rendre compte quel est le jeu interactionnel. Moi, des fois, j'ai des familles qui me disent, mais rien que d'avoir fait le paradigme, j'ai compris. Donc, Et est-ce que dans après, la remise de résultats, j'ai l'impression, je comprends aujourd'hui que c'est vraiment un levier qui est important et que j'ai peut-être mis trop de côté, est-ce que dans cette remise de résultats, vous le faites uniquement avec les parents? Du coup, peut-être pour aborder des sujets et qu'il n'y ait pas l'enfant à côté, pour appuyer peut-être sur certaines problématiques, ça peut être du couple ou de toute autre chose, hein, mais que l'enfant n'entende peut-être pas forcément. Je sais pas si bah, moi, j'ai fait effectivement, ouais, j'ai fait la remise, je fais la remise de résultats sans l'enfant maintenant. Et après, je revois avec les parents quand est-ce qu'on fait, enfin, si on fait revenir l'enfant tout de suite dans le troisième rendez-vous, enfin, dans le rendez-vous de démarrage, ou si on attend, en fait. Parce que, effectivement, en plus, en particulier quand il y a de l'opposition, c'est l'enfer. Il faut gérer l'enfant qui est en train de défaire notre cabinet, qui est en train de manifester qu'il n'est pas content d'être là, qu'on n'est même pas centré sur lui. Donc ça, ils sont pas du tout disponibles, les parents, quand on fait une remise de résultats, quand il y a l'enfant. Enfin, moi, j'ai fait ce choix. Après, euh, et puis eux, ils sont bien plus, ils sont satisfaits, hein. Après, ça va dépendre du profil. Il y a des enfants qui sont très passifs, donc eux, finalement, ils peuvent être là. Bah, ouais, c'est difficile de parler l'enfant sans lui. Enfin, on va le réimpliquer. Disons que je pense que les parents, et puis même dans leur rôle éducatif, moi je trouve que les parents, ils arrivent plus à écouter et à comprendre et à se remettre en question quand il n'y a pas l'enfant. Parce que sinon, ils sont dans une posture où ils doivent, ils se ferment en fait. Il y a vraiment, moi je trouve beaucoup plus d'accès, beaucoup plus de, quand l'enfant n'est pas présent. merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup aussi donc à Virginie, Claire, pour partager, pour votre participation, partager vos expériences. Et merci beaucoup aussi à toutes les participantes pour votre attention, intérêt à la thématique d'aujourd'hui. Donc, comme je répète, vous allez recevoir demain déjà un mail avec toutes les informations et prochainement aussi, la semaine prochaine, les replays. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à bientôt aussi. Merci à tout le monde. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci. Merci Gabriella. Merci Merci. Virginie. Merci. Merci.